Donc, bienvenue sur ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'obésité. Nous, on a voulu axer le sujet sur comprendre la stigmatisation et adapter les lieux de soins. Et aujourd'hui, on est ravis d'accueillir deux intervenantes, donc Alina Constantin et puis Estelle Greden. Si vous voulez, je vous laisse l'une et l'autre vous présenter, dans peu importe l'ordre. Oui. Bonjour, je suis Estelle Griden, je suis sociologue et j'interviens suite à une thèse soutenue en novembre 2022. Voilà. Et Alina. Oui, et moi, je vis avec l'obésité depuis un certain nombre d'années et je suis patiente partenaire investie dans le milieu associatif depuis 5 ou 6 ans. Voilà, donc je vais me présenter en fait dans ma partie de présentation parce que ça fait partie en fait du déroulé. Euh, Super. c'est tout. Merci. Très bien, merci. Et puis, j'ai oublié de nous présenter. Donc, moi, je suis Florane Dumont, chargée de mission à l'Astra Nutrition avec Marine Rintaud. Et donc, nous, on est plutôt là en appui sur l'organisation et la logistique du webinaire. Estelle, je te laisse partager ton diaporama. Oui. Donc, brièvement, tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire. C'est pour la deuxième année consécutive, pour le coup. Je vais me présenter donc brièvement, je vais compléter juste en 2-3 mots ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette année, j'enseigne la sociologie à l'IUT-GEA à Angers, gestion et des entreprises et des administrations. Et j'ai donc soutenu ma thèse en novembre 2022, thèse qui s'intitule « Construction d'une question sanitaire et d'une norme corporelle, le cas du traitement de l'obésité en milieu hospitalier ». Alors, cette thèse, elle est le fruit d'une enquête qui a été menée pendant plusieurs années au sein de plusieurs services spécialisés, mais aussi au sein d'associations de patients et lors de congrès de professionnels. L'idée de la thèse, en fait, c'était de saisir, d'analyser et de comprendre les interactions entre les professionnels de santé et les patients obèses au prisme de l'éducation thérapeutique et de la chirurgie bariatrique. Alors, on risque d'être un petit peu redondante par rapport à ce que j'ai déjà dit l'an dernier. Je tenais quand même à revenir sur la définition, enfin sur ce que dit la sociologie du stigmate avant d'en venir vraiment à mes propres travaux. Alors pour cela, je vais m'appuyer sur le bouquin de Erving Goffman, qui est un sociologue américain, évidemment en les actualisant, puisque vous voyez que le bouquin date de 1975, mais sur la définition, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est juste que la terminologie a un petit peu évolué. Alors, première chose que nous dit Goffman, c'est que, c'est écrit sur la diapo, tout membre d'une société est doté d'une identité sociale, pardon. Ça veut dire que, par exemple, ne serait-ce que pour prendre quelques exemples, le genre, l'âge, le métier, chacune de ces variables est associée à une identité. Elle est associée à une identité à travers des représentations que tous, les uns et les autres, on se fait de ce que c'est que d'être, par exemple, donc, un homme ou une femme, jeune ou vieux, ou d'être médecin ou boulanger. À partir de là, tout individu est classé par les autres selon des catégories préétablies. C'est-à-dire que lorsque l'on rencontre un inconnu, cette classification se fait sur la première impression, en ne connaissant de l'individu finalement que ce qu'il laisse paraître, pas ce qu'il veut laisser paraître, ce qu'il laisse paraître. Cela explique donc l'existence de deux identités sociales, une identité réelle et une identité virtuelle. Le stigmate est le produit de cette catégorisation, puisqu'il désigne un désaccord entre ces deux identités, l'identité réelle qui est ce que la personne est et l'identité virtuelle qui est ce que la personne devrait être. Le stigmate est donc lié à des stéréotypes. Il n'est pas un attribut de la personne, mais il est une désignation de ce qui le rend différent de la catégorie dans laquelle on voudrait le classer. Le stigmate va donc naître lorsqu'il est désigné par les personnes dites normales, donc non stigmatisées. Et cette désignation va faire que la personne différente devient une personne stigmatisée. Goffman montre que les stigmatisés peuvent être discrédités ou discréditables selon que leur stigmate soit visible ou non. Les individus discréditables peuvent par exemple user de techniques pour faire en sorte de ne pas être discrédités, pour dissimuler leurs différences. On peut prendre l'exemple de l'illettrisme chez l'adulte. Être un adulte illettré, c'est discréditable, mais si en société la personne évite toute situation de lecture et d'écriture, elle pourra réussir peut-être à faire en sorte que ça ne devienne pas discrédité, que ce qui est discréditable ne devienne pas discrédité.
Alors, Goffman nous dit, et là, c'est là que je vais actualiser un petit peu, hein, parce que le vocabulaire, c'est déjà fait sur les diapos, le vocabulaire est un vocabulaire américain des années 70. En tout cas, il nous explique qu'il y a 3 types de stigmates. Premier stigmate, le stigmate corporel. Alors lui, il nomme ça les monstruosités du corps. Les monstruosités du corps, ça désigne les handicaps physiques et tous les défauts physiques, tous les défauts esthétiques. Et il se trouve que dans les relations collectives, eh bien, l'obésité va plutôt cocher cette case, hein, puisque l'obésité est lue comme une infraction aux normes de beauté et aux normes de santé. Alors, cette stigmatisation des corpulences n'a pas toujours suivi ce modèle. Par exemple, au XIXe siècle, hein, eh bien, l'obésité était un signe de beauté pour les femmes, c'était un signe de réussite pour les hommes, et c'était un signe de bonne santé, pardon, pour tout le monde. Alors, ici, j'avais mis une petite citation de Brillat-Savarin, mais moi, je ne peux pas la lire puisqu'il y a j'ai les petites caméras devant, donc je ne peux pas la lire. Mais en tout cas, sachez que Brillat-Savarin nous dit qu'en fait, s'il avait été médecin, eh bien, il aurait eu tout avantage à soigner la population la moins malade et la population la plus jolie, à savoir les personnes obèses. C'est une façon de le résumer ses propos. Alors, Brillat-Savarin, qui est à la fois notable, homme politique et auteur culinaire, pour ceux qui ne le connaissent pas. Deuxième type de stigmate, le stigmate biographique. Alors, ce que Goffman appelle les tares de caractère. Là, on désigne par ce stigmate les personnalités dites amorales ou celles qui ont un passé déviant. Et là encore, eh bien, l'obésité remplit les conditions, puisque à mesure que progresse la conscience publique des conséquences pathologiques de l'obésité, ceux qui sont obèses sont taxés d'irresponsabilité. La campagne Manger, bouger a fini par désigner les personnes obèses comme des mangeurs sédentaires dans les représentations collectives. Hein, je ne parle pas de l'intention initiale, je parle des effets. Et dans une société où l'injonction est d'être un entrepreneur de soi-même, eh bien le laisser-aller associé à l'obésité, là encore, est une infraction. D'ailleurs, l'an dernier, j'étais enseignante en STAPS à Nantes. J'ai fait un test en amphi avec plus de 300 étudiants et définition de l'obésité, mangeurs sédentaires et personnes qui se laissent aller. C'est clair et net, c'est voilà, 300 étudiants de 18-20 ans qui ont défini, enfin pas tous, mais en tout cas la grande majorité. Et enfin, troisième type de stigmate, le stigmate social. Alors, à l'époque, Goffman parlait de stigmates tribaux. Ça désigne quoi? Ça désigne tout ce qui peut être transmis de génération en génération. Et là, Goffman, dans les années 70, il parle surtout du stigmate de la nationalité et de la religion. On est aux États-Unis dans les années 70. Mais aujourd'hui, nous, on va se le réapproprier. Un stigmate social, c'est ce qui se transmet de classe sociale en classe sociale et qui a pour conséquence, depuis de nombreuses années, de délégitimer les pratiques des classes populaires. Et cette délégitimation des pratiques populaires n'est pas du tout un mécanisme qui est nouveau. En 1870, la perte de la guerre contre les Prusses va être lue par la classe politique comme le signe de la déchéance morale des classes populaires, qui va exiger donc un besoin de civilisation de cette population, ce qui va se traduire par 2 faits majeurs, je pourrais en citer d'autres, mais là j'en ai retenu 2, eh bien, l'école de Jules Ferry, première chose, mais aussi, et c'est là-dessus que je vais m'attarder, les premières campagnes contre l'alcoolisme populaire, qui est lu comme un danger, car c'est une pratique collective. L'alcoolisme mondain, lui, a surtout des conséquences individuelles, il se joue à huis clos, donc il ne risque pas de conduire à la déchéance humaine. En termes de consommation, juste pour vous situer les manières de penser de l'époque, en termes de consommation donc d'alcool, les classes populaires buvaient principalement du vin, de la bière et de l'eau de vie, et les classes dominantes buvaient de l'éther, jusqu'à ce que cet éther devienne bon marché. À ce moment-là, lorsque les terres deviennent bon marché, les classes dominantes vont se tourner vers la consommation de vin. Le vin qui, à l'époque, va devenir hygiénique au point qu'il va être prescrit pour lutter contre plusieurs maladies, contre l'alcoolisme. Quoi qu'il en soit, cette illégitimité des pratiques populaires se diffuse dans tout l'espace social, même auprès des classes populaires elles-mêmes. Si la prévalence de l'obésité confirme qu'elle s'accroît à mesure que l'on descend dans la hiérarchie sociale, l'obésité est souvent attribuée à cette population. Et là, je vais m'appuyer sur une enquête, une expérience qui a été faite par un sociologue belge qui s'appelle Dieter van de Broek. J'ai mis les refs en bibliographie en fin de diaporama. Donc, enquête qui date de 2015.
Il s'est promené dans la rue avec cette planche-là qui représente plusieurs morphologies, plusieurs corpulences, et il pose des questions, il pose des questions à plusieurs patients, à des milliers de patients, et 3 constats ressortent de cette enquête. Premier constat, sans trop de surprise, même si en sociologie, on aime bien être surpris, sans trop de surprise, eh bien, le corps idéal est plutôt associé aux corps les plus minces, ça par tout le monde, hein, par l'ensemble de la population, en tout cas la grande majorité. Deuxième constat, qui est là beaucoup plus surprenant, enfin qui moi m'a surpris, mais qui nous a surpris en tant que sociologue, les classes populaires ont tendance à se voir plus grosses qu'elles ne le sont, et ceci est encore plus vrai chez les femmes, ce qui est un petit peu moins surprenant. Et enfin, dernier constat, troisième constat, lorsqu'on demande à la population enquêtée de distribuer ses corpulences, c'est-à-dire d'associer des corpulences à des classes sociales, eh bien, les corps les plus gros sont majoritairement associés par tout le monde, hein, quel que soit le milieu social de l'enquêté. Les corps les plus gros sont associés aux classes populaires et les corps les plus minces aux classes supérieures. Voilà. Maintenant qu'on a posé cette base, eh bien, on va continuer de suivre Goffman, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet sur la stigmatisation en milieu de soins, et donc de parler plus précisément encore de mes travaux, même si là, je vais commencer à les impliquer. Goffman nous explique que finalement, les interactions entre stigmatisés et normaux mettent mal à l'aise les 2 catégories d'acteurs. Les stigmatisés vont souvent tenter de dissimuler leurs stigmates, ce qui, dans le cas des personnes obèses, est plutôt très compliqué. 2 solutions pour ces personnes. Première solution, se faire tout petit, être le bon copain, le professionnel sérieux, le patient docile, ou alors, autre possibilité, faire preuve de bravade agressive, ce qui est beaucoup plus rare, et surtout, le choix est à peine un choix parce qu'en fait, on se rend compte que ça dépend énormément de la socialisation, mais aussi des ressources à disposition. Et dans le cas de l'obésité, hein, ne pas se faire tout petit, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour les hommes que pour les femmes, tout simplement parce que la valeur sociale des femmes est associée à leur physique. Et c'est également plus facile pour les classes dominantes que pour les classes populaires qui sont des classes objets, qui sont donc parlées par les autres et qui parlent peu d'elles-mêmes. En tout cas, qui s'approprient ce que l'on dit d'elles. Les interactions, on l'a dit tout à l'heure, mettent également les normaux mal à l'aise. Ceci résulte d'une croyance tenace, croyance selon laquelle le stigmate se répand et toucherait l'ensemble des personnes qui entourent le stigmatisé. C'est pourquoi, en général, les normaux vont éviter, voire supprimer les relations avec les personnes stigmatisées. Plus rares sont les personnes que Goffman appelle les initiés. Qui sont les initiés? Eh bien, ce sont des normaux qui sont dans une situation particulière, puisqu'ils pénètrent et comprennent la vie des stigmatisés. Ils doivent alors prendre sur eux une part du discrédit qui touche le stigmatisé, qui est leur proche. Alors ici, on parle en général plutôt des membres de la famille ou alors de personnes qui ont elles-mêmes vécu le stigmate. Les professionnels de santé, et là je rentre donc plus précisément dans la commande formulée par la SRAE, les professionnels de santé sont des acteurs sociaux. À ce titre, leurs interactions avec les patients obèses sont prises dans ces mécanismes. Avant de pousser les portes des CSO, donc les centres spécialisés de l'obésité, j'ai l'habitude de traduire, mais là, j'imagine que tout le monde sait de quoi je parle. Donc, en tout cas, avant de pousser ces portes, la majorité des femmes relatent des expériences douloureuses lors de consultations. Et là, il est quand même important de noter, c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que ce discours est quasiment inexistant chez les hommes. C'est-à-dire qu'il ne rapporte pas ou très peu de stigmatisation dans le milieu médical. Cette différence peut s'expliquer par la socialisation de genre. Alors, pour les femmes, par 2 prismes quand même, et pour les hommes aussi, je vais y venir. En tout cas, les femmes, elles ont grandi en tant que femmes et elles ont donc incorporé que leur valeur sociale dépend de leur valeur physique, ce que je disais déjà tout à l'heure. Et finalement, pour ces femmes, eh bien, grossir, c'est souvent, voire systématiquement, une atteinte à leur féminité, ce qui va les rendre hyper vigilantes face au jugement des autres. D'une manière générale, hors stigmatisation médicale, les hommes relatent beaucoup moins d'expériences sociales de stigmatisés. En tant que personne obèse, en tant qu'homme obèse dans la rue ou n'importe où, les hommes sont déjà à la base moins confrontés à ces stigmatisations sociales. Et moi, sur mon corpus d'entretien, j'ai un seul homme qui m'a rapporté des remarques désagréables de la part d'un médecin.
et il dit qu'il n'en a pas fait de cas. Bon, il s'en souvient, donc ça l'a forcément marqué puisqu'il le rappelle, mais en tout cas, lui, il explique que ça n'a pas eu d'importance pour lui. Quoi qu'il en soit, ces femmes qui sont donc atteintes dans leur identité féminine, lorsqu'elles grossissent, eh bien, vont pour la plupart recourir à des régimes qui sont synonymes bien souvent de restrictions cognitives, ce qui va donner statistiquement eh bien, plus d'hommes qui sont en surpoids et plus de femmes qui sont en obésité morbide. La socialisation genrée va également induire des pratiques de santé très différentes, puisque les hommes vont plutôt avoir des pratiques curatives, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt aller voir les médecins lorsqu'ils sont malades, lorsque la maladie est avérée, qu'elle les empêche d'accomplir leurs rôles sociaux, alors que les femmes vont plutôt avoir des pratiques préventives, ce qui s'explique notamment par tout le travail autour de la gynécologie préventive dès la puberté. Si ces écarts entre hommes et femmes varient selon les classes sociales, il y a quand même une statistique qui montre que d'un point de vue général, donc toute classe sociale confondue, eh bien, la consommation médicale des hommes augmente à partir du moment où ils sont en couple. Donc on voit bien quand même qu'il y a un vrai rôle féminin par rapport à la consommation médicale. Et finalement, tout ça pour aboutir quand même à un premier constat, c'est que finalement, que les femmes consultent pour prévenir certains maux ou qu'elles consultent pour maigrir, mathématiquement, elles sont confrontées à plus de consultations médicales, donc à plus de risques pour que leur morphologie altère la relation de soins. Si on se concentre sur les lieux de stigmatisation médicale avant CSO, là je suis sur l'avant CSO, si on se concentre sur cette stigmatisation médicale, eh bien on se rend compte que les lieux de soins où cette stigmatisation est vécue de manière la plus violente, le plus violemment, eh bien ce sont les espaces médicaux qui sont justement typiquement féminins. Les premiers lieux concernés par ces jugements sont les services de gynécologie, ceci dans des conditions particulièrement humiliantes puisque ces consultations imposent une nudité où le stigmate corporel prive leurs porteuses de toute possibilité de contrôle pour que le discréditable ne devienne pas discrédité. Dans le cas de consultation dans le cadre d'un projet de maternité, cet étiquetage de la normalité ne dépossède pas simplement du poids vécu, mais jette le doute sur leur capacité à porter un enfant, à le mettre au monde et donc à devenir mère sur la durée de la vie de l'enfant. Ces interférences se jouent également ailleurs, elles se jouent également très violemment lorsque les patientes, parce que là il s'agit bien de patientes une fois encore, lorsque les patientes recourent à des médecins qui proposent des techniques alternatives d'amaigrissement. Je vais en citer quelques-unes, mais ce n'est absolument pas exhaustif. Là, j'ai noté en note les repas de substitution, l'acupuncture, la mésothérapie, mais ne voyez pas une liste restrictive, c'est ce qui est revenu le plus souvent dans mes enquêtes. En tout cas, pour que l'efficacité de ces techniques soit établie, il faut absolument qu'il y ait une perte de poids. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien souvent les médecins vont infantiliser la patiente et vont lui reprocher de ne pas avoir respecté à la lettre ses prescriptions. C'est-à-dire que ce n'est pas la méthode ou le produit qui est incriminé, mais toujours la patiente. Quoi qu'il arrive, elles vont finir par arriver au sein des CSO, elles et ils, d'ailleurs, les hommes et les femmes, enfin les femmes et les hommes vont arriver dans les CSO, et là on constate, eh bien, la conséquence de ce que j'ai dit avant, sur la différence de genre, mais on constate que l'échec des multiples tentatives d'amaigrissement a fini en général par convaincre les femmes que leur nature est pervertie, c'est-à-dire qu'elles sont persuadées que leur obésité est un mal endogène, et que finalement s'adresser à des spécialistes de cette maladie, dans les centres spécialisés, eh bien c'est vécu comme le traitement de la dernière chance, quel qu'il soit. Alors c'est plus vrai encore pour la chirurgie bariatrique, mais c'est vraiment vécu comme ça, comme le traitement de la dernière chance. En plus, elles sont expérimentées pour la plupart, c'est vraiment une grosse majorité de femmes qui décrivent ça. Elles sont expérimentées dans la lipophobie des autres professionnels de santé. Et du coup, ce qu'elles misent avant tout sur le traitement en centre spécialisé, eh bien, elles viennent chercher des soignants empathiques. D'ailleurs, toutes sans claquer, moi je n'avais jamais prévu de poser cette question-là, mais c'est revenu systématiquement dans tous les entretiens. Toutes les femmes rencontrées expliquent qu'elles sont rassurées par l'adaptation du matériel médical dans ces lieux de soins. Côté masculin, les patients sont certains que leur état est le fruit de mauvaises habitudes, surtout alimentaires. Ils sont donc là plutôt pour apprendre les bonnes techniques
et ils sont ouverts, ils les appliqueront en tout cas à condition qu'elles produisent des effets escomptés. C'est-à-dire que, ok, je vais changer quelques habitudes, mais il faut qu'il y ait un résultat. Ils n'ont pas une expérience des régimes restrictifs auparavant. Et autre remarque à propos des hommes, en tout cas sur ceux que j'ai rencontrés, ils sont plus souvent issus des classes populaires. Et du coup, une autre condition va présider à leur compliance, c'est qu'il est nécessaire que cette technique soit conciliable avec l'ensemble de leur sociabilité, surtout les sociabilités professionnelles ou amicales. Au sein des CSO, les professionnels ont la volonté de neutraliser la situation. Pourtant, quelques signes inconscients mais tenaces du processus de stigmatisation demeurent. Alors, première chose, eh bien, c'est cette frontière nous dont on parle souvent en sociologie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, déjà, par définition, le professionnel, alors ce serait vrai n'importe où ailleurs, par définition, le professionnel est un expert et les autres sont des profanes. Dans le cas de la relation de soins, et là, je ne parle pas non plus du traitement de l'obésité, dans le cas de la relation de soins, en général, cette frontière est bien souvent mise en scène par la blouse blanche. Certains la portent, d'autres pas. Et puis, dans le cas du traitement de l'obésité, eh bien, elle oppose souvent des normopondérés, des soignants, des professionnels de santé qui sont en majorité normopondérés, à une patientèle qui est, elle, exclusivement en situation d'obésité. Dans les couloirs des CSO, elle est soulignée par le rythme de marche, où des soignants socialisés par la cadence hospitalière vont marcher à vive allure, creusant malgré eux la distance avec leurs patients qui sont entravés, eux, bien souvent par leur morphologie. La proximité entre certains outils d'éducation thérapeutique et la pédagogie scolaire contribue également à ce qu'on appelle en sociologie la violence symbolique qui délégitime la patientèle obèse puisqu'elle consacre leurs différences. En groupe, par exemple, le recours à l'écrit pour certains exercices, donc je parle d'ateliers là, notamment d'ateliers plutôt en diététique, puisque c'est plus fréquemment le cas, mais des fois c'est des ateliers croisés. En tout cas, en groupe, le recours à l'écrit pour certains exercices va faire pleinement écho au dégoût scolaire que certains ont vécu depuis leurs échecs scolaires précédents. Et à l'inverse, pour les mieux dotés, se retrouver dans une pièce qui, par sa disposition, ressemble à une salle de classe, être en position d'élève face à un soignant passeur de culture, va provoquer bien souvent un sentiment de déclassement très puissant. En atelier diététique, l'usage d'aliments factices est pour beaucoup vécu comme une infantilisation. Les ateliers d'APA, eux, parce que l'enseignant fait lui-même les mouvements, parce que les patients peuvent percevoir chez les autres les bénéfices de l'activité physique, ce sont des ateliers qui coursent dans le temps, eh bien, sont souvent moins éprouvants. Ces ateliers sont souvent moins éprouvants pour les patients, hommes et femmes, là, c'est tout genre confondu. Et cette notoriété de l'enseignant d'APA, eh bien, elle va s'accroître, c'est-à-dire que les enseignants d'APA ont plus de notoriété, mais entre eux, il y a des écarts. Et ceux qui ont plus de succès, ce sont ceux qui ôtent leur blouse blanche. Toutefois, deux nuances à ce constat. Première nuance, certaines des patientes les mieux dotées vont considérer que les séances en plein air représentent un risque identitaire, puisqu'elles craignent d'être associées à l'amoralité obèse et à l'amoralité donc populaire. Et puis, autre nuance, une partie de la patientèle masculine va lire le A de adapté, le APA, le dernier A, va lire donc cette patientèle masculine va plutôt lire ce A comme un rite d'institution d'une anormalité à laquelle ils ne peuvent se résigner. Et enfin, dernière petite remarque comme ça sur le global de ce que j'ai pu relever. Lors des consultations individuelles, des carnets de suivi où les patients renseignent la composition de leur repas ou les activités physiques entreprises entre deux rendez-vous, eh bien, vont très souvent renforcer un sentiment de contrôle, mais aussi le sentiment d'une identité de suspect. C'est-à-dire qu'il faut prouver, c'est vécu comme, voilà, je dois apporter la preuve que j'ai bien fait ce qu'on m'a demandé de faire. Selon autre observation issue de l'enquête, selon le genre des patients, leurs récits ne sont pas pris en compte de la même manière par les professionnels lorsque les prescriptions sont établies. En fait, la description d'une activité physique régulière par les hommes va annuler bien souvent toute proposition, je parle de proposition, toute proposition d'atelier d'APA, c'est-à-dire que le niveau trop faible,
les activités qui sont typiquement féminines, puisque c'est plus souvent la marche nordique, de l'aquagym, etc., mais aussi le fait que la patientèle soit majoritairement féminine, hein, 80% de la patientèle est féminine dans les CSO, eh bien, tout ça va faire que les soignants vont se dire que ce serait trop d'atteinte à l'identité masculine, donc ils ne vont pas aller jusqu'à la proposition de l'atelier d'APA, alors que dans le cas des femmes, qu'elles décrivent une pratique sportive régulière ou non, eh bien, l'APA en groupe leur est proposé et c'est à elles que revient le choix d'y souscrire ou non. Et de la même manière, une carrière parfois longue en suivi diététique n'annule pas la proposition d'atelier diététique. La sélection ici va plutôt épouser ce qu'on appelle en sociologie les catégories de l'entendement professoral, c'est-à-dire que finalement on suppose que les classes les plus populaires sont moins capables, elles ont moins de potentiel, donc on ne leur propose pas. C'est-à-dire qu'ici, vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la classe sociale qui va prendre le dessus sur le genre. D'ailleurs, ce qui a pour conséquence que certaines femmes, alors un petit peu mieux dotées en tout cas, certaines femmes vont se voir proposer, si elles font plusieurs suivis, eh bien, elles vont se voir proposer plusieurs fois le même type d'atelier. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment se voir renouveler les mêmes offres d'atelier. Et lors des consultations individuelles, dernière petite chose, lors des consultations individuelles, les professionnels, alors là, je ne me base pas sur mes observations pour les consultations individuelles, je n'ai assisté à aucune consultation individuelle, mais en tout cas, lors de ces consultations individuelles, d'après les récits des patients, mais aussi des soignants, ils le disent eux-mêmes, eh bien, les professionnels vont plutôt circonscrire leur intervention auprès des hommes à la transmission technique. Je pense à la technique de l'assiette plus petite, par exemple, qui a un succès fou chez les hommes. Et avec les femmes, eh bien, les suggestions vont largement dépasser, amplement dépasser les faits alimentaires et les faits d'activité physique. L'éducation des enfants, la gestion de la relation de couple, les conseils esthétiques et budgétaires vont avoir bonne place dans les indications. L'IMC, qui est un critère central pour bénéficier d'une prise en charge spécialisée, les hommes et les femmes qui se présentent dans les CSO savent pertinemment qu'il est anormal. Lorsqu'ils se présentent dans les CSO, ils viennent pour ça, c'est parce que, pour ça, en tout cas, ils ont un argument factuel, c'est que leur IMC les classe dans les catégories des personnes obèses. Mais à chaque fois, quasiment pour tous, lorsqu'il va être recalculé, cet IMC, lors de la première consultation en CSO, eh bien, cet indice va devenir un verdict qui impose l'urgence vitale de maigrir, mais aussi le diagnostic d'une obésité dont la chronicité annonce une vigilance perpétuelle. Il y a vraiment ces deux faits. Hein, à la fois, faut vraiment maigrir parce que là, ça devient vraiment dangereux. C'est le spécialiste du CSO qui me le dit. Mais en même temps, tout de suite, je sais qu'il va falloir travailler longtemps parce que l'obésité est une maladie chronique dont on ne guérit pas vraiment. Et avec cet indice qui va être recalculé à chaque étape clé du traitement, le poids demeure au cœur du problème. Être obèse, c'est être en excès de poids, c'est la formule elle-même qui le dit. De plus, en dehors de l'institution hospitalière, la seule manière efficace d'effacer le stigmate, eh bien, c'est de perdre significativement du poids. C'est-à-dire que pour ne plus être stigmatisé comme personne obèse, il faut ne plus être dans l'apparence corporelle d'une personne obèse. Ces deux phénomènes, hein, le calcul systématique de l'IMC et puis le regard social sur l'obésité qui va estimer qu'une personne est obèse tant qu'elle a cette morphologie, eh bien, vont bien souvent, pour une grande partie de la population, la patientèle, vont rendre le discours qui invite à se défaire de l'objectif pondéral assez difficile à admettre. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, je vais insister sur les deux populations, les deux grandes catégories pour qui c'est le plus dur à accepter. Tout d'abord, en termes de genre, eh bien, c'est plus compliqué pour les femmes d'admettre qu'il va peut-être falloir se défaire de l'objectif pondéral, tout simplement en raison de tout ce que je viens de dire, hein, en raison du diktat de la minceur qui leur est plus imposé, mais aussi en raison des expériences multiples qu'elles ont fait, des conséquences de cette anormalité pondérale. Et c'est également, en termes de classe sociale, c'est également plus compliqué pour les classes populaires. Alors là, on est très en lien avec la socialisation primaire, notamment, c'est-à-dire la socialisation qui se joue dès l'enfance.
Eh bien, puisque au sein des classes populaires, le rapport au corps n'est pas exactement le même que dans les autres classes sociales. Il est moins basé sur des sensations physiologiques, on est moins à l'écoute de ces sensations dans les classes populaires. Et cet état de santé, cet état corporel ou cet état pondéral est plus basé sur des faits tangibles. Ici, la perte de poids, et perte de poids qui se mesure par un seul instrument, le pèse-personne. Pour conclure, il semble que ce que l'obésité est censée dire des individus, eh bien, a tendance à invisibiliser les positions sociales, qui sont pourtant cruciales pour comprendre les différents rapports au corps, les différents usages des corps, dit-on en sociologie. Mais cette obésité, donc ce qu'elle est censée dire des individus, exacerbe également la construction sociale du genre, où de nombreux professionnels de santé vont considérer que l'obésité féminine est bien un mal endogène, alors que l'obésité des hommes serait plus exogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, en dernière diapo, vous pourrez la consulter plus tard, une bibliographie, une proposition de bibliographie pour ceux qui veulent approfondir certains sujets. Merci beaucoup, Estelle. Merci. Il y a quelqu'un qui pose une question et qui nous demande est-ce qu'il y aura le replay. Donc effectivement, on aura le replay. Et sinon, il y avait dans le chat des commentaires. Où Alina, tu as rebondi dessus, tu veux parler de ce Oui, commentaire? j'en parlerai tout à l'heure. Du coup, Ok, tout de suite dans ma présentation. Oui, tout à fait. ok, ça marche. Bah, d'ailleurs, Aurélie, la personne qui a commenté, elle est ma collègue dans le conseil de patients de la Ligue contre l'obésité et représentante d'associations de patients. Donc, ceci explique aussi peut-être son commentaire. Ça marche. Alors, il y a une question pour toi, Estelle. Comment peut-on consulter ta thèse? Elle est en ligne. Par contre, elle est un peu costaud. Je parle du nombre de pages, mais elle est en ligne. Il suffit de taper mon nom sur thèse.fr et elle est en ligne. Elle sortira en bouquin plus tard, mais pour l'instant, c'est la version thèse, la version indigeste qui est en ligne. Super, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde dans le chat? Parce qu'effectivement, vous n'aviez pas tous la possibilité de cocher parler à tout le monde. A priori, c'est bon. N'hésitez pas à poser des questions. On va aussi avoir un large temps à la fin consacré à la discussion. Donc, soit vous posez vos questions sur le chat, soit vous attendez la fin aussi pour activer votre caméra et puis poser une question en direct aux deux intervenantes. Et s'il n'y a pas plus de questions, on va passer à la deuxième partie. Alors, vous allez me dire, Alina, tu me dis si ça fonctionne bien le partage d'écran. Oui, merci. Oui, très bien. Super. Eh bien, c'est parti. Voilà, donc déjà, vous voyez en haut à droite, j'ai mis, et d'ailleurs mon fond d'écran, ça vient des patients européens en fait, et c'est pour célébrer la Journée mondiale de l'obésité qui est aujourd'hui. Donc, joyeuse Journée mondiale de l'obésité à tous. Euh, voilà, donc je m'appelle Alina Constantin et je suis usagère du système de santé et patiente partenaire. Et comme je disais, impliquée dans le monde associatif auprès de la Ligue nationale contre l'obésité, mais aussi d'une petite association de patients partenaires et experts dans le domaine de l'obésité et aussi d'une association locale dans le 33 où on accueille des personnes en situation d'obésité et on les accompagne notamment par des activités physiques adaptées. Suivant. Voilà, donc pour commencer, je voulais dire que je me suis largement inspirée des travaux des docteurs Rudy Caillé et Antoine Epin, auxquels je voulais remercier aussi pour nos longues discussions à ce sujet. Euh, D'ailleurs, nous avons créé euh, avec d'autres personnes un collectif qui s'appelle Stéréo et qui lutte contre les stéréotypes dans le domaine de l'obésité. Ma posture aujourd'hui incarne non pas une posture scientifique à proprement dit, mais euh, l'expérience vécue avec la maladie de l'obésité
en lien avec une histoire de vie complexe et l'interaction avec d'autres pathologies chroniques. Je vais nommer le diabète de type 1, l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil, mais aussi l'hyperphagie boulimique et le TDAH. Donc, vous voyez, ça couvre un large volet euh, de santé physique et mentale. Et j'ai aussi bénéficié d'une chirurgie bariatrique en 2022. Donc aujourd'hui, au bout d'un parcours, j'ai multiplié les relations de soins qui ont souvent été difficiles hein, d'un point de vue de la stigmatisation liée au poids. Je suis enfin très bien accompagnée dans mon projet de santé sur tous les volets. Voilà, donc pour toutes mes maladies, mais aussi en addictologie, diététique, psychologie et en activité physique. Et en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que euh, mon identité dépasse en fait mes pathologies. Déjà, je ne suis pas que en obésité, mais il y a les autres, mais aussi je suis une personne. J'ai fait des études de philosophie et de communication, j'ai changé de pays, je suis d'origine roumaine, voilà, je suis arrivée en France il y a 20 ans. J'ai eu plusieurs carrières, j'ai une famille et j'ai 8 chats. Voilà, donc ça fait partie aussi de ma personnalité. Et comme je disais, je suis très engagée dans l'associatif. Donc, dans la relation de soins et dans la société, je préfère qu'on ne me dise pas que je suis obèse ou me désigner en tant que personne obèse. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai une maladie, j'ai de l'obésité. Ce n'est pas mon identité. Donc, aujourd'hui, on n'utilise plus des termes alarmants et dégradants, par exemple, comme obésité morbide. On préfère dire obésité complexe ou très complexe. Ces discussions, on a eu par exemple en groupe de travail à la Haute Autorité de Santé, où on a largement adopté la formule personne en situation d'obésité ou en obésité. Voilà, donc c'était pour répondre aussi aux commentaires d'Aurélie. Et pour moi, le langage centré sur la personne est un point important. Et vous avez en bas de page une petite ressource en français d'Obésity Canada, mais il y en a pas mal en anglais. Euh, voilà. Donc, en ce qui concerne l'engagement associatif, je suis centrée sur les actions systémiques au niveau national et européen. Et j'ai fait ce choix personnel parce que mes compétences professionnelles m'y ont conduite et parce que j'ai trouvé du sens dans cette activité. Euh, Suivant. Vous pouvez changer, s'il vous plaît, le slide. Voilà, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai de la stigmatisation liée au poids en dressant d'abord un tableau global. Euh, donc, elle se manifeste dans plusieurs milieux, familial, à l'école, en entreprise, en santé. Et malheureusement, je trouve qu'elle est la plus tolérée socialement. Elle n'est pas évitée en fait, elle est même parfois encouragée et considérée comme un encouragement aux personnes euh, pour une reprise en main en fait. Donc, et elle n'est pas punie. Et le terme de grossophobie, donc son émergence a- a- implique l'émergence de modifications de comportement et un certain degré de euh, prise collective de conscience, ce qui est positif. Cependant, la stigmatisation inconsciente demeure omniprésente et elle repose sur la croyance que le contrôle du poids dépend de l'individu. Donc voilà, par le biais de la volonté et la restriction calorique, l'augmentation de l'activité physique. Donc ce message est vraiment simpliste. Donc il simplifie l'obésité à la balance énergétique. Et cette balance énergétique en soi, elle est vraiment réduite à cette vision partielle et qui est inadéquate scientifiquement. Suivant. Euh, Sans rentrer dans les détails de la science de l'obésité, parce que je pense que vous êtes très nombreux à être des professionnels de la santé ici présents. Euh, on sait que cette maladie est complexe et plurifactorielle. D'accord? Donc, ce postulat stigmatisant omet
cette partie. Donc, au-delà des facteurs physiologiques et médicaux, il y a des causes psychologiques, sociales, environnementales surtout, et qui composent ce qu'on appelle l'exposome obésogène. Voilà, donc ça, c'est un large panel qui, qui détermine en fait ou aggrave l'obésité. Voilà. Donc, lorsqu'on imagine que le poids est contrôlable en mangeant moins et en bougeant plus, on place la responsabilité sur l'individu. Et de ce fait, on lui prête des caractéristiques péjoratives. Voilà, donc il est défaillant moralement, il est exempt de volonté, gourmand, oisif, illégitime, menteur, dans le déni d'ailleurs aussi. Euh, et, euh, et donc, il mérite sa situation, il mérite son obésité. Et par ailleurs, son obésité est confondue avec la partie visible, avec le symptôme constitué par le poids. Donc, l'injonction alors est de perdre ce poids, de ne pas en prendre plus et d'être en contrôle de soi-même. Donc ça, cette situation, c'est une stigmatisation ordinaire répétée la plupart du temps depuis l'enfance ou depuis la jeunesse, et elle est intégrée par les personnes. On parle alors de stigmatisation internalisée, et qui est donc orientée envers soi et aussi relayée envers d'autres. C'est-à-dire qu'une personne en obésité va aussi penser que les autres personnes en obésité sont responsables, elles-mêmes et les autres. Et on parle aussi de stigmatisation systémique, sociétale, euh, qui renforce en fait cette étiquette de l'individu en inadéquation avec son environnement, et ce par en fait, voilà, sa place dans le monde et ce qu'il rencontre au quotidien comme difficulté, comme des sièges qui ne sont pas assez larges, des vêtements de grande taille qui ne sont pas assez disponibles ou à des prix prohibitifs, des postes de travail non ergonomiques. Voilà, on connaît tout ça. Et puis dans le milieu médical, les brassards à tension, et évidemment les tables d'accouchement ou d'examination qui ne supportent pas des poids élevés. Donc on parle alors de plusieurs types et de niveaux de stigmatisation. Nous avons 3 stigmatisations de l'obésité exercées par la société, l'entourage et en milieu de la santé. Donc, celle interpersonnelle qu'on a vue, donc internalisée de l'autostigmatisation. Celle qu'on a envers les autres, donc intrapersonnelle d'une personne à l'autre. Et puis, on a aussi vu celle systémique de la société, tout milieu confondu. Et il y a 2 niveaux de stigmatisation, donc celle explicite qu'on identifie donc à la grossophobie, qui est consciente, et celle implicite qui est inconsciente. Et on va en parler par la suite de celle inconsciente. Donc pour aller par exemple plus loin, si vous voulez avoir une idée d'où vous vous retrouvez, parce qu'on a tous un certain degré, enfin plus ou moins, de stigmatisation internalisée enfin inconsciente par rapport au poids. Vous pouvez aller faire ce test d'association implicite sur ce lien que je vous communique ici. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez évaluer chez vos patients, il y a aussi le questionnaire sur l'internalisation des préjugés corporels. Et vous le retrouverez sur Internet, mais il n'y a pas de lien. En fait, il y a des images, des PDF qui circulent. Tu vois? Voilà, donc on va commencer à parler des conséquences de la stigmatisation, et notamment pour la santé globale. On constate un stress psychosocial au niveau individuel et une exclusion au niveau social. Tout un contexte qui est à prendre en compte, et y compris dans la relation de soins. Donc, nous avons, de la part des personnes, des réponses affectives, cognitives, comportementales, physiologiques qui influencent conjointement, de manière globale, la santé de la personne. Et donc, on constate aussi l'exclusion dans des domaines de la vie reconnus comme étant des déterminants majeurs de la santé, comme le logement, l'emploi, l'éducation, les relations et les soins de santé. Suivant. Donc là, on va rentrer dans la partie des conséquences psychosociales et des conséquences économiques
D'une part, donc on constate une disqualification sociale qui se présente comme un cercle vicieux, en fait, parce que les personnes ne vivent pas leur meilleur potentiel. C'est ça le constat. Mais pourquoi? En fait, la stigmatisation ne laisse pas le choix de s'auto-affirmer et de s'épanouir. Du point de vue de l'expérience vécue, voilà, il y a comme un plafond de verre qui est constitué par un manque de respect et de considération. Et je voudrais vous parler en fait de mon cas très rapidement. Je dis inversé parce que c'est ce que j'ai constaté une fois que j'ai perdu beaucoup de poids. Donc après la perte de poids, après une chirurgie bariatrique, j'ai constaté que le regard sur ma personne a énormément changé. Et donc ce n'est pas moi de l'intérieur, pas seulement moi qui a changé par rapport à bon, une satisfaction corporelle qui a gagné en estime de moi-même, mais ça, c'est l'environnement, en fait, qui a aidé à la libération de la parole et à l'auto-affirmation et à l'évolution. Donc, c'est cet environnement social qui a changé face à mon symptôme visible et qui en même temps est un stigmate, d'accord, le poids. Euh, et ça, on doit vraiment le comprendre, c'est-à-dire que nous sommes acteurs effectivement de notre relation à nous-mêmes, mais cette relation est largement influée par le regard extérieur. Et un deuxième lien, une autre conséquence, c'est le lien avéré entre le gradient socio-économique et l'obésité. Donc, encore une fois, c'est à double sens. D'une part, la pauvreté induit de l'obésité. Donc, on sait très bien que le gradient socio-économique est en lien avec la prévalence de l'obésité. Et d'un autre côté, on a l'obésité qui induit de la pauvreté parce que, en fait, il y a tout un tas de situations qui font que les personnes en situation d'obésité gagnent moins bien leur vie. Voilà, donc d'un côté, voilà, vous avez ici des situations décrites, moins d'accessibilité alimentaire, moins de temps pour les activités physiques, pour cuisiner à maison, voilà, plus de temps d'écran, des familles nombreuses. Donc ça influe effectivement sur la prévalence de l'obésité. Et aussi, de l'autre côté, ben, on gagne moins sa vie. On a un moindre taux d'accès à l'emploi, on a un moindre accès à l'enseignement supérieur, et les cadres en obésité, par exemple, sont moins nombreux par rapport à la population générale, et il y a moins d'associations professionnelles chez les personnes en obésité de manière globale. Ensuite, je voulais vous parler des coûts supplémentaires. Voilà, donc il y a aussi une incidence sur ce que les personnes en obésité et puis leur entourage proche, leur famille doivent payer comme conséquence du fait que la maladie n'est pas reconnue d'un point de vue politique et sociétal. Euh, et donc, nous avons des coûts supplémentaires en santé, comme les non-remboursements des interventions non médicamenteuses, et qui constituent d'ailleurs le socle du traitement de l'obésité aujourd'hui. Voilà, comme les traitements médicamenteux ne sont pas encore remboursés. Il y a aussi les coûts des compléments vitaminiques et des examens biologiques en post-chirurgie bariatrique. Et mais avec une incidence sur la santé, même si ce n'est pas dans le système de santé, il y a une surcharge du budget alimentaire et aussi en cas d'addiction. Voilà, c'est aussi une conséquence de cet aspect de la stigmatisation sur la personne et qui détermine sa santé par ricochet. Et du côté de la vie sociale, donc, il y a le problème des habits grande taille qui s'usent plus vite, qui sont donc de moindre qualité. Et puis nous, par le fait de stresser plus les coutures, voilà, donc on aplatit nos chaussures, tout ça, on les use. Donc on doit en acheter plus et de meilleure qualité. On dépense aussi dans des cosmétiques spécifiques pour les personnes en obésité, pour des problèmes de peau, mais également pour compenser en fait l'insatisfaction corporelle. Et il y a aussi un surcoût des transports, par exemple, de billets dans l'avion, dans le train pour certains, ce qui est dramatique. Et euh, voilà. On a besoin de plus de place.
ou alors on prend le taxi. Et aussi pour le domaine de la culture, donc parfois les personnes, quand elles y vont, parce que malheureusement elles renoncent d'aller au théâtre, aller au cinéma, ben, elles doivent aussi payer de place. Et aussi, voilà, vous avez le marché de la perte de poids qui est un gouffre financier pour ces personnes qui essayent de trouver de l'aide là où elles peuvent et malheureusement en dehors du système de la santé. Donc voilà, vous avez les compléments alimentaires et les produits à visée amincissante, mais aussi les applications mobiles qui interviennent avec un marketing très agressif euh, et qui promettent d'accompagner au changement du comportement par le contrôle sur le plan alimentaire et de l'activité physique. Voilà, donc aujourd'hui, un patient qui essaye de gérer son obésité subit une répercussion conséquente sur le pouvoir d'achat de son ménage. Et à titre individuel, pour ma part, ce surcoût est à autour de 1 000 euros par mois. Donc, ce n'est vraiment pas rien. Merci. Ensuite, pour les conséquences sur la santé physique et mentale, nous avons cette injonction, en fait, de la perte pondérale et qui est faite par les mesures habituelles de maîtrise alimentaire et d'incitation à l'activité physique. Donc, cette vision, qui est à la fois simpliste et réaliste, ne conduit pas à une normalisation du poids. Et donc, par conséquent, les patients et les professionnels de la santé le voient comme une situation d'échec. Donc, c'est difficile dans la relation entre les deux d'avoir une relation apaisée. Et cette stigmatisation engendre et aggrave l'obésité et ses complications et entrave l'accès aux soins et réduit évidemment l'efficacité du traitement. Donc, pour parler du plan somatique, donc on a le modèle de stress biologique où on a une augmentation de l'hypertension artérielle, une hausse de la glycémie, voilà, le stress qui conduit à une hyperstimulation du cortisol et aussi des effets sur le métabolisme comme l'insulinorésistance et aussi les risques cardiovasculaires. Et en plan comportemental, ben, on parle évidemment des troubles des conduites alimentaires avec focus sur l'hyperphagie boulimique. Et on constate aussi un évitement de l'activité physique, un choix d'aliments énergétiquement denses pour gérer le stress et les émotions, en fait, dû à la stigmatisation. Et on constate aussi une surconsommation alimentaire. Donc, tout ça nous ramène à comprendre que cette injonction à la perte de poids est non seulement inefficace, mais elle est délétère, en fait, pour la santé de la personne. Il y a une moindre adhésion au traitement et aussi une moindre perte de poids. D'ailleurs, même un décrochage, en fait, du système de soins. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc je parlais de cette difficulté d'avoir une relation basée sur la confiance et sur le respect mutuel et qui nuit à l'alliance thérapeutique qui est essentielle aux soins pour toutes les maladies chroniques, mais d'autant plus pour l'obésité. Voilà, donc le praticien, il pense du patient, pas tous évidemment, mais il y a dans le cadre de cette stigmatisation implicite, on peut penser qu'il y a du déni du côté du patient, qu'il y a du mensonge par rapport à son poids, par rapport à son comportement, qu'il manque de motivation, qu'il est passif et qu'il a des attentes de perte de poids irréalistes. Et le patient aussi, il stigmatise de son côté les professionnels de la santé qui sont en surpoids ou en obésité. Il les considère donc moins dignes de confiance, il ne les respecte pas autant que les autres, ont tendance à ne pas suivre leurs recommandations et donc souhaitent changer de médecin. Donc, et ça, ce n'est pas uniquement de la part des patients qui sont
en surpoids, en obésité, de la part de tous les patients et dans toutes circonstances, en fait, pas que dans le suivi de l'obésité. Ce qu'on constate du coup, concernant l'accès aux soins, la qualité de soins est dégradée. Donc, nous avons des exemples comme le dépistage du cancer de l'utérus. On fait moins appel à la contraception, il y a plus de grossesses non désirées. Et ça, je l'ai vécu malheureusement et très mal dans ma vie. Une inégalité de la prise en charge en AMP selon les régions avec des limites variables d'IMC qui sont imposées et qui sont en fait qui sont grossophobes, donc qui ne sont pas justifiées en fait d'un point de vue médical. Il y a également le refus de soins, par exemple, par les médecins généralistes ou un réadressage rapide vers les spécialistes pour les cas plus complexes en obésité et notamment pour des consultations en gynécologie. Et on constate par ricochet, dans le système de soins, on manque de fonds. Il y a un moindre intérêt en fait général pour l'obésité en tant que maladie chronique et donc on manque de fonds alloués à la recherche sur l'obésité puisque les facteurs sont jugés contrôlables. Donc on n'imagine pas qu'il peut y avoir d'autres solutions en fait qui sont d'ordre médical et physiopathologique. Les étudiants en médecine peinent à s'intéresser à l'obésité parce qu'il n'y a pas assez de formation initiale dans ce domaine. La discipline est considérée moins noble, elle n'est pas reconnue et elle n'est pas valorisée, en fait, y compris financièrement par la suite. Et en ce qui concerne la santé publique, il y a un manque de politique holistique, un manque de campagne de prévention et de promotion de la santé orientée sur la responsabilité collective au lieu d'individuelle et les actions environnementales au niveau national comme local. Suivant. Donc, en ce qui concerne la stigmatisation, malheureusement, on ne sait pas vraiment où on en est. L'épidémiologie de la stigmatisation est méconnue. Il y a eu peu d'études. Par exemple, vous avez en bas de page une étude coordonnée par Rebecca Poole. Donc, vous pouvez la retrouver si vous cherchez sur Internet le titre. Bon, c'est en anglais. Et donc, on sait que 56% ont expérimenté la stigmatisation, dont 75% de la part de leur famille, 60% de la part des médecins. Et que la stigmatisation internalisée, on a appris que la stigmatisation internalisée est en lien direct avec le niveau IMC. C'est-à-dire plus l'IMC est élevé, plus la stigmatisation internalisée est forte et ancrée. Je vois le commentaire et je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Je vous donnerai mon contact et je peux vous l'envoyer ou alors à travers la SRAE, vous aurez la présentation. Voilà, donc on comprend en fait, oui. Oui, juste pour faire référence au message, on mettra le diaporama en ligne en fait sur notre site avec le replay. Voilà. Très bien. Je ne connaissais pas ce détail. Ça me permettra peut-être de sauter certains passages parce que le temps manque, il y a effectivement beaucoup à dire. Alors, donc en fait, la conclusion à laquelle j'arrive en fonction de ça, le constat qu'on peut faire, c'est que nous avons vraiment besoin de transformer cette pensée générale qu'on a et sortir du paradigme de la corpulence méritée. Voilà, donc on a besoin d'agir collectivement. Donc que faire? On arrive, donc on a dressé le constat, on a compris ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui du côté des professionnels de la santé? Je me suis inspirée d'un article de Rudy Caillé qui expliquait ce qu'il a pu lui mettre en place et ce qu'il a pu constater. Et donc, il propose d'inscrire la démarche au niveau de la dynamique d'établissement, d'accord, pour tous les services et pas uniquement pour
la prise en charge de l'obésité, donc pour tous les services médicaux, mais aussi au niveau technique et au niveau administratif. Donc aussi dans les laboratoires, aussi dans la radiologie. Voilà. Et qu'il faut cultiver une vigilance particulière avec empathie, de manière neutre et bienveillante, à l'égal de toutes les autres pathologies chroniques. Et il citait plusieurs actions qui m'ont paru extrêmement intéressantes. Par exemple, il disait qu'il faisait, lors des courriers médicaux entre établissements, les hospitaliers et les libéraux, ils incluaient une espèce, un petit encadré obésité en expliquant ce que c'est l'obésité, la définition et cette demande de traitement neutre et empathique. Mais aussi, une action, par exemple, il a fait une action de sensibilisation par une campagne de communication en donnant la parole aux patients. Elle est très, très intéressante. Les associations de patients l'ont largement adoptée. Elle a beaucoup circulé il y a 2 ans parce qu'elle donnait la parole aux patients et elle était supportée par des preuves scientifiques, en fait. Donc, d'un côté, le patient qui disait quelque chose, on a des gros os dans la famille, et puis d'un autre côté, une affirmation d'études scientifiques qui appuyaient les dires. Et vous pouvez trouver cette campagne d'affichage et vous avez un lien de téléchargement que Dr Caillé nous a mis à disposition. De cette manière, vous pouvez les télécharger, les imprimer, les faire circuler à votre guise si vous en avez besoin. Suivant. D'autres exemples d'actions, il y a par exemple des chartes rédigées par les centres spécialisés en obésité régionaux concernant la prise en charge de l'obésité. Et donc, elles ont cette composante des amorçages de la stigmatisation. Et notamment, le CSO Centre Pays de la Loire ont publié sur le site de obécentre.fr cette charte. Elle peut être signée par les établissements ou par les professionnels libéraux. Ça aide évidemment à la sensibilisation. Un autre type de projet qui peut être mis en place, c'est de faire des enquêtes sur les préjugés dans les établissements. Et à un moment donné, et puis de les réitérer, ce qui permettrait de comprendre l'évolution des mœurs, des mentalités dans le temps. Et ensuite, en tirer les conclusions, offrir des ateliers d'information par service, trouver des référents en fait, qui peuvent disséminer cette information et qui peuvent aussi recenser les problèmes et les prises en charge inadaptées, donc recueillir les informations des divers services et par la suite les modifier, les améliorer. Donc, concernant aussi la stigmatisation systémique logistique, donc quand on renouvelle le matériel, permettre au service de le faire de manière non stigmatisante pour les personnes en surpoids et en obésité. Je rappelle très rapidement la prévalence de l'obésité dans la population générale. C'est quand même 1 personne sur 5. Donc, on retrouvera forcément 1 personne sur 5 dans tous nos services. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, le matériel médical ne soit pas adapté. Ce n'est juste pas acceptable de notre point de vue. Voilà, donc d'autres actions qui peuvent être possibles et vraiment qui se font. D'ailleurs, ce sont des bonnes pratiques qui existent sur le territoire, bon, de manière un peu inégale, mais elles existent. C'est d'organiser des événements pour la Journée mondiale de l'obésité, comme aujourd'hui, ou des journées territoriales de l'obésité, qui sont des journées à la destination des professionnels de santé en ville. D'habitude, elles sont organisées par les centres spécialisés en obésité, ou des conférences, des tables rondes, voilà, des marches, ou bien s'associer à des événements qui sont créés en partenariat avec d'autres acteurs, comme les associations de patients nationales ou locales, voilà, ou des réseaux de santé. Et puisqu'on parle d'associations, c'est important aussi de s'appuyer sur les associations en tant que relais d'aide aux personnes en obésité. Par exemple, au niveau national, vous avez une ligne téléphonique d'écoute qui est gratuite. Voilà, une assistante sociale s'en occupe à temps plein. Et il y a une aide qui est à la fois sur des sujets de stigmatisation, mais aussi liés au travail, une aide juridique, enfin,
un adressage par rapport aux soins en fonction de l'endroit où se trouve la personne. Les associations locales jouent énormément aussi dans un relais, en fait, euh, au-delà de la prise en charge médicale, parce qu'elles permettent la pratique d'activités physiques adaptées et des axes thérapeutiques complémentaires aux soins. Voilà. Donc, une autre chose qui peut être faite collectivement, c'est de mesurer la prévalence de la stigmatisation et ses conséquences, ce à viser à avoir des politiques de dépistage et de soins dans l'obésité et des politiques de santé publique qui correspondent à cette problématique. Donc, prendre en considération en fait cette souffrance qui existe dans la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a surtout des politiques publiques qui sont plutôt punitives, hein, orientées individuellement. Enfin, en tout cas, c'est insuffisamment orienté sur la euh, responsabilité collective. Et donc, retranscrire cette souffrance dans les recommandations officielles. Donc, ce que les professionnels de la santé peuvent faire pour améliorer la situation, c'est effectivement de s'emparer, de diffuser la connaissance et de changer les représentations par rapport au surpoids et à l'obésité. Il faut les reconnaître, il faut reconnaître les préjugés et la stigmatisation du surpoids. Être dans le déni, ce n'est pas constructif, il faut reconnaître, c'est le premier pas. Ensuite, euh, pour moi, pour moi et pour beaucoup de chercheurs d'ailleurs, et pour beaucoup de professionnels engagés dans la communauté obésité, c'est très important d'utiliser un langage adapté. Donc, une personne en situation d'obésité, en obésité, obésité complexe, voilà. Et au niveau des images, parce qu'on fait tous des choses un peu dans la communication, on sort tous un peu des affiches, on peut se retrouver en situation de faire des publications, par exemple, sur les réseaux sociaux. C'est important d'utiliser des images représentatives de la diversité des corpulences et non stigmatisantes. Alors que, bon, ça aussi, ça commence un tout petit peu à évoluer, hein, quand on fait des recherches sur obésité en images sur Google, on voit euh, un petit peu d'images, comme vous voyez celles sur la droite, qui sont non stigmatisantes, mais la plupart sont vraiment encore comme avant, c'est-à-dire des corps nus exposés ou en petite tenue, la tête coupée, on ne les voit pas, donc voilà, ils sont invisibles. Ces personnes sont invisibles, elles mangent des burgers, elles sont affalées sur un canapé. Enfin voilà, donc on transmet vraiment ce message stigmatisant euh, d'une personne qui est responsable de son état et qui mérite son état. Et donc, au contraire, il faut montrer des personnes qui sont en train d'évoluer de manière neutre et dans un environnement inclusif, avec d'autres gens qui sont aussi d'autres corpulences, hein, et d'autres âges, et tout ça. C'est important de faire appel à ces banques d'images non stigmatisantes. Donc, vous en avez une européenne, des patients européens sur ECPOMédia. Et puis, sur Obesity Canada, voilà, donc dans les ressources d'Obesity Canada, c'est très simple. Vous tapez Image Bank Obesity Canada et vous allez tomber sur la leur et aussi plein d'autres qui sont répertoriés là-dedans et qui sont outre-Atlantique. Voilà, donc il y en a plusieurs et vous avez donc la possibilité vraiment de faire votre choix dans ces images. Il y en a assez. Et aussi, si vous avez la possibilité ou l'occasion de donner des interviews, de coécrire des articles, parce que ça arrive très souvent que nous, ou les professionnels de la santé aient un discours qui soit non stigmatisant, que l'on soit du côté des personnes, mais les journalistes utilisent toujours des images stigmatisantes ou du langage stigmatisant. Vous pouvez aussi faire de la sensibilisation au niveau de, des médias. On continue. Donc voilà, quelques idées, je ne sais pas si je peux les dire
recommandations, mais quelques idées d'accompagnement des patients. C'est tout d'abord, il est essentiel de décentraliser le soin de l'objectif de contrôle du poids. Voilà. Et donc, axer l'accompagnement sur les bénéfices en santé. C'est très, très important de commencer par déculpabiliser le patient, de dépister, d'accompagner la stigmatisation internalisée, d'informer sur le caractère chronique de la maladie de l'obésité. Par exemple, le guide du parcours de soins de l'obésité de l'adulte écrit par la HAS comporte un chapitre sur la stigmatisation où on décrit ces axes et je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc c'est important de promouvoir le bien-être psychologique et émotionnel des patients et surtout recentrer le soin sur l'individu. Donc, ça veut dire donner la place à la médecine narrative, faire des anamnèses approfondies qui soient vraiment, donc prendre le temps, si possible. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais dans l'intention, ça change tout en fait dans la relation de soins. On peut arriver à avoir des anamnèses approfondies qui nous donnent assez d'informations pour pouvoir soigner efficacement les personnes. Et donc, arriver à cette alliance thérapeutique, expliquer que le projet de soins est co-construit et il est personnalisé. Et non seulement, mais on peut aussi aider l'entourage proche dans la compréhension de son attitude et donc dans la déconstruction aussi de l'aspect stigmatisation. Donc, on va aussi parler de la consultation et de ce qu'on appelle le savoir-être du côté des professionnels de la santé. On a déjà dit aborder la problématique du poids sous un angle neutre et bienveillant et poser des questions assez ouvertes et donnant la possibilité à la personne de dire non et de ne pas poursuivre et se mettre d'accord. Donc en fait, le plus important, c'est d'éviter le différentiel de pouvoir. C'est de ne pas avoir voilà, une posture de sachant, une posture d'apprenant. Et donc, ça passe aussi par le fait de se mettre d'accord sur l'usage des mots, qui sont très importants. Voilà, donc on peut dire surpoids, on peut dire obésité, on peut dire gros, personne grosse. Il y en a qui supportent ça. D'autres personnes qui ne sont pas du tout dérangées, mais en fait, il faut quand même relier cela à l'idée de stigmatisation internalisée. Donc, il faut savoir pouvoir la dépister et voir, et donc corréler le langage avec le degré de stigmatisation internalisée de la personne. Par exemple, on peut proposer aussi une pesée sans dévêtir la personne, donc de manière respectueuse, et proposer évidemment la mesure du périmètre abdominal. Et ça, c'est beaucoup plus important que le poids en soi, que le chiffre sur la balance. Et on peut expliquer aussi voilà, que le périmètre abdominal est en lien avec les risques cardiovasculaires et que donc ça donne une idée plus précise de l'avancement de la maladie et des effets potentiels sur la santé. Voilà, donc c'est important d'aborder la conversation à propos des facteurs responsables de la maladie obésité sans survaloriser l'impact du surpoids par rapport aux autres facteurs potentiels. Voilà. On peut passer à la suivante, qui est donc la fin. Je voulais vous remercier à tous de m'avoir écouté et puis au SRAE de m'avoir invité pour vous faire cet exposé. Ce n'était pas simple, j'aurais eu beaucoup plus de choses à dire, mais j'espère avoir transmis de manière claire mes idées. Oui, super, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux. Bon, du coup, il nous reste plus beaucoup de temps. Je vous propose que vous
posiez vos questions. Nous, on a juste 2 petites slides, mais qu'on n'est pas obligé forcément de partager. On souhaite, voilà, si vous avez des questions, allez-y. Ou des réactions, Ou des réactions. des témoignages Ouais. aussi. On vous laisse la parole. Oui, alors. On doit pouvoir activer, je pense, le micro activé. Aurélie. Allez-y, Aurélie. Oui, je sais pas pourquoi je ne peux pas mettre ma caméra, mais c'est pas grave, tant pis. Merci beaucoup, merci Alina pour tous ces conseils et toutes ces recommandations. Moi, je voulais juste préciser aussi une chose importante, c'est que l'une des causes de la stigmatisation, c'est la méconnaissance tout simplement de la maladie obésité en fait, et que je ne connais pas d'autres sujets pour lesquels il y a un gap aussi important entre la communauté scientifique, ce que la communauté scientifique en fait peut dire de l'obésité et ce que la société en a comme regard, et en particulier au niveau politique, hein, vu que c'est quand même les stratégies politiques aussi qui changent le regard de la société, inversement également, mais enfin voilà, on peut, on peut admettre que les stratégies politiques font avancer les choses quand même grandement. Et il y a un gap énorme, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a l'impression que c'est facile de guérir de l'obésité. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour guérir de l'obésité et on n'a jamais eu autant de personnes en obésité. Et je crois que c'est vraiment ça qui est le secret, à la fois pour améliorer la prise en charge des patients en obésité, mais aussi pour euh, décomplexer et déstigmatiser les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, tout à fait. Merci Aurélie de l'avoir fait parce que c'est vrai que je n'ai touché que vraiment de manière tangentielle cette réalité du manque de formation aussi hein, des professionnels de la santé et de tous les professionnels qui accompagnent les personnes en surpoids et en obésité, y compris les enseignants en activité physique adaptée, donc toutes les professions confondues. Mais même les médecins n'ont pas de formation initiale en obésité, à proprement dit. C'est vraiment catastrophique. Oui, Et tout à fait. c'est une des propositions du rapport de Martine Laville qui a été présenté au ministère de la Santé et des Solidarités et Handicap, en espérant que cette réalité puisse évoluer, quoi. Oui, oui, ça tient sûrement aussi au fait, comme vous le disiez toutes les deux, hein, que dans la pensée collective, obésité égale alimentation, enfin mauvaise alimentation, et comme on mange tous les jours, chacun a un avis à donner. Et que c'est pas considéré comme un domaine d'expertise, voilà. Et nous, on est confrontés à ça quotidiennement aussi. Voilà, tout le monde a un avis. Oui, puis comme disait Alina, on admet que l'obésité est plurifactorielle, mais on la réduit quand même à cette fameuse balance énergétique, donc ce qui donne voilà, quelqu'un qui mange trop et qui ne se dépense pas assez, forcément. Ouais, c'est ça. Oui, N'hésitez et pas. surtout, on ne parle pas non plus en fait, de cette injustice qui est le lit de prédisposition en fait, pour l'obésité, parce que tout le monde vit dans le même... En fait, on critique cette vue de l'environnement, de l'effet de l'environnement sur l'obésité, en disant oui, mais tout le monde évolue dans le même environnement. Oui, justement, tout le monde évolue dans le même environnement, mais tout le monde n'a pas la même prédisposition pour prendre du poids et pour développer une obésité. Et les facteurs sont à la fois génétiques que psychosociaux et tout ce qu'on a évoqué. Oui, tout à fait. Oui, parce que l'environnement social, familial n'est pas identique Mm. partout. Et nous, sur la prise en charge de l'obésité pédiatrique notamment, on le voit bien que l'accompagnement et le soutien à la parentalité, c'est une part à part entière de la prise en charge de cette obésité pédiatrique, bien au-delà de l'alimentation, de l'activité physique. Il y a vraiment ces aspects-là à prendre en charge, parfois de manière prioritaire sur les autres sujets. Oui. Je En tout cas, voulais juste faire un spoiler aussi sur une campagne de communication qui va bientôt arriver, qui va être lancée. Soyez attentifs à une campagne de sensibilisation pour les enfants à travers des dessins. D'accord. Donc, Ça va être proposé et ça va être vraiment, vraiment très, très sympa. Super. lancé par qui, du coup, Alina? Je ne peux pas le dire pour le moment, parce D'accord, qu'il y a ok. embargo, mais voilà, ça sera présent, vous le verrez. Ok, d'accord, ça marche. C'est aujourd'hui, hein, Réseaux sociaux. mais Ah, ok. oui. Ah, c'est aujourd'hui. Bon.
Soyons attentifs alors. Et ben nous, on peut peut-être spoiler aussi. Oui. Alors, on peut spoiler aussi une info. Bon, c'est pas vraiment spoiler, hein. C'est Non, non. sorti depuis ce matin. C'est sorti depuis ce matin aussi. Donc, Il y avait ta fiche avant, pardon. bon, c'est pas grave. On a accompagné, alors de loin, mais en fait, on a surtout motivé Anaïs, donc, que vous voyez là à l'écran en photo. Elle s'est lancé un défi donc, il y a quelques mois pour rejoindre en vélo Nantes à Lourdes. Et donc, son défi, c'était de parler de la grossophobie, des préjugés et de dire stop aux stigmatisations. Et donc, voilà, chaque soir, elle s'arrêtait dans un village ou une ville avec des gens. Et donc, elle a mené des interviews et on voit son défi au jour le jour via donc, ce film qui est en ligne depuis ce matin, disponible partout hein, sur les réseaux. Donc, l'objectif, c'est d'en faire le plus de bruit possible, de s'en servir aussi à visée éducative, au sein de formations, par exemple, ou au sein des écoles, pour parler de ce fait hein, qui est la stigmatisation des personnes en situation d'obésité. Donc, ça qu'il se passe. En tout cas, par rapport aux commentaires qu'il y a eu dans le chat, je pense que c'est un webinaire très enrichissant pour les uns et les autres et très intéressant. Donc, merci à toutes les deux. Et puis, j'espère qu'on pourra à l'avenir développer ces thématiques via des formations ou d'autres moments de webinaire, discussions, pour pouvoir prolonger les échanges parce que c'est assez enrichissant et c'est une vision des choses qui n'est pas encore assez développée, je pense, dans les contenus de formation ou d'intervention qu'on peut voir. Tout à fait. Et juste pour terminer encore, n'hésitez pas aussi à aller sur notre site internet. On va mettre en ligne un outil qui a été conçu dans le cadre d'une formation auprès des délégués d'assurance maladie, qui est un outil plutôt à destination des médecins généralistes et qui résume, entre guillemets, les recommandations, les dernières recommandations en termes de prise en charge médicale et chirurgicale, avec notamment un volet sur la stigmatisation. Voilà, c'est celui qui s'affiche là. Donc là, vous pouvez le retrouver sur notre site internet.